Michel Butor Télé, c'est-à-dire l'occasion de découvrir Michel Butor par les textes. Ici un texte mis en ligne. Est-ce par Michel Butor lui-même? Je n'en sais rien, en tout cas c'est mis en ligne. Sur le web. Ce qu'on voit depuis l'écart. Alors rien que le titre déjà peut faire réfléchir, parce qu'on se dit qu'est-ce que c'est que l'écart. Et quand tu regardes le documentaire consacré à Michel Butor sur la 5, tu as la réponse, puisque à côté de sa maison, il a mis devant sa maison un panneau avec marqué à l'écart. Et donc à l'écart, c'est là où se trouve sa maison. Donc là, c'est un texte pour David Remeau. D'abord, la maison même, construite en 1889, selon l'inscription du linteau sur l'ancienne porte d'entrée, rarement utilisée maintenant, pour un groupe de religieuses appartenant à un ordre savoyard, qui y instituèrent une école de la Salette. Quelques années plus tard, la séparation de l'Église et de l'État amena la création d'une école communale et celle des sœurs ne put subsister. Quelques-unes restèrent pour aider le curé d'alors, et la maison fut réaménagée pour servir de salle paroissiale. Un incendie, dans les années 60, dévasta les aménagements intérieurs. Après quelque temps d'abandon, la maison fut achetée à l'évêché, j'en profite en passant pour corriger les fautes d'orthographe, à l'évêché propriétaire par un électricien qui l'a remis en état, lequel l'a revendit à un dentiste qui nous l'a vendu. C'est fondamentalement un cube de 10 mètres de côté, en grosse pierre grise irrégulière. Une porte-fenêtre mène à une salle de séjour, l'ancienne salle paroissiale, haute de plafond, avec cheminée et mezzanine. Avant notre arrivée, c'était là que montait l'escalier de bois. À droite, l'ancienne entrée avec une trappe menant à la cave, puis la cuisine. Derrière se trouvait une remise qui formait autrefois la scène et ses dépendances. Nous l'avons transformée pour faire un atelier de travaux féminins, dans le sol duquel une plaque de verre découvre un ancien puits et la cage du nouvel escalier. De l'autre côté, le garage. Au-dessus de cet atelier, nous avons aménagé un laboratoire d'écriture avec ses rayonnages et machines. Puis, on arrive au premier étage avec 3 chambres, dont l'une ne reçoit le jour que par une meurtrière creusée dans une niche en forme d'ogive grossière. Nous l'appelons la chambre aux fantômes et imaginons toutes sortes de légendes à son sujet. Encore 3 chambres au second étage, sous les combles. Autour de la maison, sur 3 côtés, un petit jardin bordé par un torrent souvent à sec. Depuis la grille, 2 directions, tout droit le chef-lieu de la commune, route goudronnée, parking, la belle maison du curé, une chapelle à l'ombre d'un vieux cerisier, le côté de l'école, puis l'étrange Villa Marianne datée de 1931, avec profil de dame à bonnet phrygien, bâtie par un maçon italien qui avait fait fortune à Genève et qui, voulant dans ses vieux jours continuer à jouir du spectacle du jet d'eau, l'avait muni d'un belvédère auquel, alors évidemment on corrige puisqu'il est écrit auquel, c'est évidemment auquel, il lui avait fallu rajouter un étage après la réfection du toit de l'église 19e, conservant un beau tableau baroque appartenant à l'église précédente, représentant l'apothéose de Saint-Étienne. Puis la place avec la mairie, le monument aux morts,
le restaurant Le Globe-Trotter et le bistrot L'Escapade, que l'on est en train de nous post-moderniser avec mosaïque de petits pavés, réverbères et plantations. La commune comporte bien d'autres hameaux. À gauche de la grille, le long du petit mur puis de la haie de Thuya. C'est un chemin parfois boueux, entre des prés autrefois plantés de pommiers et poiriers, qui meurent peu à peu, dévorés de gui qu'on ne nettoie plus, mais encore merveilleux au printemps. Il y paît encore quelques vaches, mais de plus en plus de chevaux. On construit des maisons un peu partout qui ont des vues splendides sur le mont Salève, Annemasse et Genève à ses pieds, le départ du Léman, le Jura français de l'autre côté, à gauche les Grandes Alpes avec le massif du Mont Blanc. Notre maison comporte fort peu de vues, c'est pourquoi nous avons pu l'acquérir, mais il suffit de sortir et nous avons l'impression que le monde se déroule à nos pieds. On monte jusqu'au sommet des Voirons avec sa magnifique réserve de grands animaux, chevreuils, cerfs, sangliers, torrents et cascades, forêts et clairières, chemins de grande randonnée qui se transforment l'hiver en piste de ski de fond. On montre aux visiteurs la pierre de Saussure, bloc erratique, acheté à la fin du XIXe siècle par Henri de Saussure, naturaliste genevois, petit-fils d'Horace Bénédict de Saussure, premier explorateur et ethnographe du massif du Mont Blanc et père de Ferdinand de Saussure, dont le cours de linguistique générale impressionna tellement Lévi-Strauss, Lacan, Barthes et certaines autres vedettes de nos sciences humaines. Ces blocs, qui jalonnaient abondamment la vallée glaciaire de l'Arve, servaient de carrière pour toute la région genevoise. Sciés en morceaux les uns après les autres, ils sont devenus rares et c'est pour en conserver un spécimen in situ que celui-ci a été donné par le naturaliste au club alpin genevois, comme le rappelle une inscription. Il a dû servir à quelques exercices d'escalade, mais il reste aujourd'hui magnifiquement solitaire avec sa signature au milieu des ronces. Autour du village, toute cette région que l'on explore du regard lors des randonnées sur les lacets de ces routes ou de ces sentiers, vallée de l'Arve qui rejoint à Genève celle du Rhône, région traversée par une sinueuse frontière fixée au traité de Vienne qui en distingue des régions culturellement très distinctes, sans pouvoir en altérer l'unité profonde. Ainsi, quel contraste, alors là j'en profite pour corriger la petite faute d'orthographe, voilà, ainsi quel contraste il y a quelques années entre l'ouest et l'est à Berlin, et pourtant c'était toujours une ville. Elle était déchirée, fendue, torturée par son mur à mirador et barbelé, mais elle n'aspirait qu'à la réunification. Quel contraste de même aujourd'hui entre les deux Corées. La plupart des habitants de Lucinge travaillent à Genève, franchissent la frontière au moins 2 fois par jour, et certes, bien des choses changent au passage. À Genève, même la poussière est propre, disent les gens d'Annemasse. À Annemasse, même le savon est sale, répliquent les Genevois. Notre aéroport, c'est celui de Genève, mais la Suisse, comme on le sait, ne fait pas partie officiellement de l'Europe, et par conséquent, que de contrôles dont la presse quotidienne nous démontre la vanité. Pas d'institution européenne à Genève, mais que d'institutions internationales. Les ambassades sont à Berne, près du gouvernement fédéral, mais ici les missions sont au moins aussi importantes. Pour elles arrivent non seulement tous les journaux du monde, mais des restaurants et des épiceries sont là pour calmer chez les délégués la nostalgie du pays natal. Des musiciens y viennent de tous les horizons et de grandes conférences vont ajouter parfois
de nombreuses délégations d'hommes politiques et d'experts aux délégations habituelles. Depuis cette région transfrontalière, j'observe l'Europe circonvoisine, ses contradictions, tergiversations, ressources. J'entends par là tout ce que je peux atteindre sans quitter le sol, utilisant voiture ou train, ce qui correspond à peu près à l'actuel marché commun. C'est, si vous voulez, le monde vu de la gare de Genève ou d'une gare française, de la région. Je suis, ou d'une gare française, je vais peut-être défaire le S à française, je suis moins loin de Milan ou de Stuttgart que de Paris. La proximité de la Suisse avec ses chaînes de télé me met en communication avec l'allemand et l'italien. Quant à l'anglais, il est partout. Excellente situation pour étudier ce qu'il y a de vraiment commun entre toutes ces cultures et ce qu'il convient de garder de leur richissime diversité. Autour de la région routière ou ferroviaire, il y a tous ces continents à quoi l'avion nous donne accès. Cette fois, c'est le monde vu de l'aéroport, les anticipations de pays lointains au départ, leurs souvenirs à digérer au retour. Ainsi je rapporte de chacun de mes périples un certain nombre d'objets que la plupart du temps je n'ai pas choisis, qui m'ont été donnés ou qui se sont en quelque sorte collés à moi par suite des hasards de la nécessité, une nouvelle valise pour remplacer l'ancienne, crevée, une ceinture, un réveil, une chemise. Les livres dans ma maison bruissent des images que j'ai rapportées, mais aussi la plupart des objets dont chacun me rappelle non seulement une histoire personnelle, mais quelques bribes de l'histoire universelle avec ses ramifications inépuisables. Chaque jour, le courrier entretient mes relations internationales. Déjà, le timbre sur l'enveloppe fait entrer une bouffée d'air mexicain ou japonais. C'est pourquoi lorsque j'entends certains discours, ce qu'il y a de mexicain ou de japonais en moi se rebiffe. Non que je sois toujours capable d'expliciter ma réticence. Du fond de tous les horizons, des évidences se lèvent. Parfois elles sont comme des orages. Donc, autour de ces régions relativement accessibles, physiquement et culturellement, se déploient celles qui le sont déjà beaucoup moins, mais où j'ai pu jeter quelques coups d'œil, cueillir quelques trésors significatifs, mais aussi celles où je ne suis jamais allé, où je n'irai vraisemblablement jamais pour la plupart. Tous ces interstices dans ma représentation qui me rappellent toujours à la réserve, toutes ces régions qui n'existent pour moi que comme le désir, je reprends, toutes ces régions qui n'existent pour moi que comme désir et vagues linéamment, l'Indonésie, l'Inde, l'Asie centrale, le Venezuela, l'île de Pâques, l'Antarctique, et tant de régions qui m'étaient interdites ou le sont encore. Enfin, autour de cette terre si passionnément, mais si incomplètement perçue, il y a tout cet espace énigmatique qui vient nous frôler dans la nuit. De mon écart, on voit Genève, on voit l'Europe avec ses capitales et ses campagnes, on voit la Terre avec ses continents et leurs déserts, avec ses océans et leurs archipels, et on voit aussi la Lune, où j'ai encore bien moins de chances d'aller qu'à Java ou au Kerguelen. Ce sera pour nos arrière-petits-enfants la Lune qui vient me dire que les premières expéditions n'ont fait évidemment que l'effleurer à peine, que presque tout y est encore à trouver et à dire. On voit planètes et étoiles, on entend l'obscur discours des astronomes et les crissements de leurs discussions. De là encore viennent des évidences insubmersibles malgré tous les efforts des puissants du jour. Revenant du Japon, les arbres dans la brume m'apparaissent différemment. Après le Canada, la neige est autrement blanche. Après la nuit d'été, les nombres avec lesquels on veut nous asservir, chiffre d'affaires et corruption, danse macabre des monnaies et de ce qu'on appelle si curieusement les actions et obligations, nous ouvrent les portes d'un nouveau ciel. Depuis l'écart, on devient attentif. Sous le brouhaha,
des médias au balbutiement du siècle nouveau. C'était Michel Butor, donc un texte qui s'appelle donc, j'ai le temps d'aller jusqu'en haut pour le donner le titre exact, Ce qu'on voit depuis l'écart.